comment j'y suis arrivé? Écoutez, ça montre que l'ascenseur républicain fonctionnait. Je ne sais pas s'il faut le mettre à l'imparfait ou au présent, j'en sais rien. En tout cas, fonctionnait encore, si on regarde ça d'un point de vue pratique. Moi, je suis rentrée à l'Élysée de manière stupéfiante, c'est-à-dire sur un CV. Ce que personne ne peut croire, mais c'est vrai. Notre première rencontre, alors je l'ai paraît-il rencontrée petite dans la Nièvre, mais chez mes grands-parents, mais je m'en souviens absolument plus, bien sûr. Le premier contact, on est au Pakistan. Je suis à l'Élysée depuis voyage officiel. Je suis à l'Élysée depuis 10 jours et je découvre qu'il me croit nivernaise, ce qui n'est pas entièrement vrai. C'est vrai du côté de mon père, mais c'est pas. Il me dit ah là là, on est loin de la Nièvre. Je dis oui. Il me dit je crois que j'ai bien connu votre père. Et j'ai dit non, c'était mon grand-père. Donc déjà, ça commençait... Et je pense que c'était assez à l'aune de nos relations futures, c'est-à-dire, moi j'ai toujours été très franche. Et donc, voilà. C'est quelqu'un qui était... c'est quelqu'un qui me manque. Au sens où... c'était quelqu'un d'extrêmement intéressant pour parler de toutes sortes de choses. C'est-à-dire qu'on pouvait parler d'énormément de choses. Il ne vous jugeait jamais. Donc, les conversations qu'on avait avec lui, j'aimerais énormément parler avec lui de la campagne électorale, par exemple, de ce qui va se passer, de ce qu'il faut faire, comment, de ce qui se passe en Europe, de l'euro, du printemps arabe, de toutes sortes de choses. Je lui dis non pendant 50 minutes, et bon, comme je suis quelqu'un, non, gentiment, avec des arguments. On peut dire pourquoi j'ai dit non d'ailleurs. J'ai pas dit non parce que j'ai dit non parce que je ne voulais pas être ministre, parce que et j'ai eu le sentiment de servir mon pays pendant un certain nombre d'années, donc je n'étais pas non plus, je me sentais pas coupable. Je n'avais pas envie de devenir ministre de Nicolas Sarkozy parce que je savais, c'est marrant, je sentais très bien aussi comment ça allait se passer. C'est-à-dire, les ministres apprendraient par la télé des choses. Et puis, je savais aussi que derrière, on saucissonnerait Areva. Et ça, je ne voulais pas. Donc, je lui ai expliqué très gentiment pendant 50 minutes. Et puis, j'ai été sauvée par Tony Blair, qui est arrivé. Il y avait François Fillon et Claude Guéant qui étaient dans les parages. Intéressant d'ailleurs, c'est qu'il n'a pas fait venir François Fillon, mais Claude Guéant. Et il lui a résumé notre entretien en disant « Anne est presque d'accord ». Alors là, j'ai eu un moment de perte de point de repère. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il venait d'être élu président de la République, en plus. Moi, j'ai un énorme respect pour la fonction présidentielle. Donc, ça a duré 3 jours, et puis voilà. C'est d'ailleurs très intéressant sur le plan culturello-politique de voir à quel point les réactions en Europe ont été hétérogènes après Fukushima. D'abord, le cas allemand, si on reprend la genèse, c'est quand même des volte-face successives très, très compliquées à suivre. L'Allemagne a 19 réacteurs nucléaires. Il les fait fonctionner. En 2000, ils décident de renoncer à leur utilisation avant 2018 parce que c'est dangereux. Alors déjà, première décision étonnante, si c'est dangereux, il faut les arrêter immédiatement. Vous n'attendez pas 18 ans pour fermer quelque chose de dangereux. Donc, décide de les fermer. 2011, Madame Merkel, nouvelle volte-face, décide d'allonger la durée de vie des centrales nucléaires allemandes. Fukushima, nouveau changement de la politique allemande, donc vous voyez qu'on en est au quatrième version, dit il faut tout arrêter, pas d'allongement de durée de vie, et on arrête les 8 plus anciennes. Ce qui est une décision totalement arbitraire. Pourquoi 8 ? Pourquoi pas 4 ? Pourquoi pas 10 ? Pourquoi pas... Enfin, alors, arbitraire, oui, mais très politique, puisque on est 10 jours avant les élections du Baden-Württemberg.
fief de la CDU, menacé par les Verts, et où ils se disent, en annonçant ça, on va éviter de perdre le Baden-Württemberg. Résultat pratique, c'est le Vert qui est élu, ce qui montre que quand les gens ont le choix, et ça je pense qu'il faut toujours y réfléchir sur le plan politique, quand les gens ont le choix entre l'original ou la copie, ils prennent l'original. Donc à vouloir faire les Verts, ils ont perdu très 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 sec. Enfin, le vin a été tiré, il faut bien le boire, les 8 sont arrêtés, et la discussion porte sur l'arrêt des suivantes. Donc l'Allemagne, c'est une situation très très compliquée. Mais quand vous prenez par rapport au post-Fukushima et une espèce de tsunami, tsunami émotionnel complet, quasi hystérique en Allemagne, tsunami émotionnel très fort en France, et vous regardez dans des pays très proches, la Grande-Bretagne. Bon, Grande-Bretagne, pourtant c'est une île, donc ce qui s'est passé pourrait les interroger plus. Grande-Bretagne, ils ont fait une analyse tranquille, ils ont expliqué qu'au mois de mai, voilà les leçons qu'on pouvait en tirer, ça changeait rien à leur plan nucléaire et à leur nouveau nucléaire, ils allaient continuer. La Pologne, qui n'a pas de nucléaire, mais qui veut qui a un grand plan, a voté 3 mois après Fukushima, à 85% à la diète polonaise, le plan nucléaire futur. La Tchéquie, qui est à côté de l'Allemagne, la Tchéquie a le plus gros appel d'offres aujourd'hui, 2+2 réacteurs nucléaires en Europe. Nouveau. Donc l'hétérogénéité des réactions est absolument incroyable.